Donc effectivement, nous allons parler maintenant des défis écologiques qui invitent nos pays opulents à vivre plus simplement pour que d'autres, privés du nécessaire, puissent simplement vivre. Pour citer Gandhi, mais aussi le pape François dans son encyclique sur l'écologie, Laudato Si. Vivre plus simplement et plus sobrement, sans renoncer à ce qui nous est cher, notamment à repenser notre mobilité, tout en trouvant des moyens de satisfaire notre soif de mondialité, notre désir de rencontre à l'échelle du monde. Ces nouveaux enjeux invitent-ils à repenser les terrains sur lesquels les volontaires sont envoyés et les modalités de cet envoi? Donc vous connaissez un certain nombre des participants de cette table ronde, donc Elena Lassida, Gaël Giraud, Marc Connard, et donc sont arrivés Patrick Vivray, qui est philosophe, vous êtes philosophe, vous êtes magistrat honoraire à la Cour des comptes, vous avez notamment travaillé avec Michel Rocard et Lionel Jospin sur les nouveaux facteurs de richesse, et surtout vous vous présentez comme un passeur-cueilleur et un conseiller en imaginaire. Julien Vidal, vous êtes aussi l'un des 20 000 volontaires de la DCC. Vous êtes allé en Colombie comme Jean. Peut-être que vous êtes vu, non? Mais vous pourrez échanger vos expériences. Puis aux Philippines. Et de retour en France, vous avez créé un site, Ça commence par moi, qu'on peut aller voir sur Internet, pour montrer que le pouvoir de construire un monde meilleur est dans les mains de chacun. On va peut-être commencer par le défi écologique en soi et le rapport à la mobilité. Gaël Giraud, les jeunes du monde entier n'ont jamais eu autant le monde à portée de main et donc l'envie de le découvrir. Dans le même temps, donc, de ce fait, le trafic aérien explose, ce qui a des conséquences écologiques, même si ce n'est pas la cause de toutes les pollutions. Vous appelez nos pays riches à davantage de sobriété. À quel type d'inflexion ceci invite-t-il en matière de mobilité internationale? Oui, merci pour la question. Pour y répondre, je voudrais rappeler quelques chiffres qui me semblent importants de remettre sur la table, surtout dans le contexte actuel où, vous l'avez peut-être repéré à la suite de l'appel des 15 000, les 15 000 scientifiques, le sujet de la démographie est revenu à la mode avec cette espèce d'injonction qu'on entend beaucoup dans les réunions mondaines parisiennes, qui est le jour où les femmes maliennes auront moins de 6 enfants par femme, là je ferai un effort et je troquerai mon 4x4 contre quelque chose de moins polluant. Je caricature, mais je crois que c'est vraiment ça dont il s'agit. Je crois qu'il faut redire que 10% de la population sur la planète sont responsables de 50% des émissions de CO2. Donc les 10% les plus riches sont responsables de 50% des émissions de CO2. Ces 10% les plus riches, ils émettent en moyenne 71 tonnes de CO2 par an. Là où, en moyenne sur la planète, si nous voulons tenir les plus de degrés à la fin du siècle, il ne faudrait pas émettre plus de 6 tonnes et demie. 71 tonnes. 50% de la population, les 50% les plus pauvres, émettent 10% du CO2. Donc c'est un rapport 50-10, il y a une loi de Pareto 50-10. Bon. Donc c'est dans ces 50% que va naître le milliard d'Africains dans les 40 années qui viennent. Donc c'est pas eux les pollueurs. Et donc d'une certaine manière, si on veut vraiment lutter contre le dérèglement climatique et être sérieux sur cette question, la première question à poser, c'est les 10% les plus riches, êtes-vous prêts à réduire de manière considérable les émissions dont vous êtes responsable? Ces 10% sont majoritairement localisés dans les pays du Nord, chez nous, ici, avec une petite partie d'entre eux, néanmoins, qui est localisée également en Chine et un tout petit peu dans certains autres pays du Sud, y compris en Afrique. Mais vous voyez bien que c'est une ultra-minorité. Et donc, mon point central, c'est comment est-ce que ces 10%-là, dont nous faisons quasiment tous partie ici dans cette salle aujourd'hui, vont apprendre à continuer à vivre heureux, à vivre quelque chose de la sobriété joyeuse, de la frugalité heureuse, en émettant beaucoup moins de CO2. Alors, une fois qu'on a posé la problématique dans ces termes-là, la question de l'aviation apparaît évidemment, et elle a été mise en avant de manière forte pendant la COP23. Dans le même temps, je crois qu'il faut rappeler que l'avion, c'est 3% des émissions de CO2. C'est à peu près la même chose que tout le monde Internet aujourd'hui. Les big data. Et donc, nous polluons quasiment autant avec nos clics sur notre ordinateur que lorsque nous prenons l'avion. Alors, c'est pas pour me dédouaner moi-même de prendre l'avion tous les 15 jours, ce qui est très mal, je suis le premier à le reconnaître. J'y suis un peu contraint par mon métier, mais c'est pour relativiser. La déforestation, c'est plus de 8% des émissions de CO2 aujourd'hui.
Donc d'une certaine manière, il faut quand même viser les gros cailloux dans le bocal. Et les gros cailloux, le plus gros caillou, c'est pas l'aviation. Il n'empêche que, bien évidemment, sur la totalité de nos moyens de communication, dès que nous faisons du transport intracontinental, c'est évident aujourd'hui qu'il faut privilégier le train le plus possible. Alors, il y a quelques jésuites qui se sont engagés à ne plus jamais prendre l'avion. J'en connais quelques-uns que je peux citer. Moi, j'y arrive pas à cause de ma mission, mais voilà. En même temps, donc je le redis, c'est pas la priorité. Je crois que si on revient maintenant à la question du volontariat, qu'est-ce que le volontariat peut apporter dans ce contexte-là pour les jeunes du Nord? Là, on parle d'un volontariat Nord-Sud, qui descendent au Sud et qui font l'expérience existentielle qu'a décrite Elena. Fort bien. Je crois qu'ils font l'apprentissage qu'on peut vivre heureux sans dépenser tout ce CO2. En tout cas, c'est celui que j'ai fait moi-même en travaillant avec des enfants de la rue, avec des femmes dans une prison, avec mes élèves au lycée. On n'a pas besoin de rouler en 4x4 le dimanche dans le bois de Boulogne pour être heureux. Je fais exprès de prendre des exemples caricaturaux. Mais chacun d'entre nous peut chercher en lui-même, dans son style de vie, là où il dépense ces dizaines de tonnes de CO2, et faire l'expérience que, en réalité, le seuil de tolérance de la vie heureuse est beaucoup plus bas que ce que nous croyons. Donc il y a une vraie expérience de dépouillement, on pourrait dire de kénose, que les jeunes du Sud, du Nord ont à faire grâce à ce que vivent les populations du Sud. Voilà, je dirais que c'est ça l'élément central. Dans un contexte où, je le redis, la responsabilité majeure est portée par le Nord, par les élites du Nord. J'oublie pas aussi les pauvres du Nord qui, eux, polluent très très peu. Donc ce sont les élites du Nord qui sont essentiellement responsables des émissions et qui ont à faire le plus d'efforts. Patrick Vivray, un peu dans le même ordre d'idée, la conscience des limites de la planète pose des limites à nos désirs, notamment celui de voyager, de découvrir le monde comme touriste. Cette limitation de nos libertés peut être difficile à avaler. Comment dépasser cette contradiction? Alors, d'abord, si on veut cadrer le débat, il ne faut pas abandonner la notion de bénévolat. Parce que le bénévolat, c'est l'orientation de la volonté, l'orientation bonne de la volonté, et ça va permettre aussi du coup de résister à un des points que vient d'évoquer Gaël, au contraire du bénévolat, qui n'est pas le salariat ou la rémunération, mais ce qu'on pourrait appeler le malévolat ou le malfravolat, c'est-à-dire l'orientation destructrice de la volonté. Or, aujourd'hui, sur le plan écologique comme sur le plan social, nous avons une économie mondiale du malévolat. L'économie de la drogue, l'économie de l'armement, l'économie du trafic d'êtres humains, etc. Et il y a un lien direct entre cette économie mondiale du malévolat et puis les questions de la sobriété heureuse comme alternative, parce qu'au cœur de cette économie, vous trouvez du mal-être, du mal de vivre et de la maltraitance. Vous aviez eu un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement en 1998 qui était extrêmement intéressant, mais l'essentiel des tendances qu'il avait évoquées sont demeurées, même si les chiffres doivent être actualisés, qui mettait par exemple en évidence que les dépenses annuelles de drogue et de stupéfiants représentaient 10 fois les sommes qui aurait permis de traiter la question des besoins vitaux de l'humanité. Évidemment pas avec les technologies occidentales, en partant du terrain, etc. Bon, ça veut dire les coûts mondiaux d'une économie du mal-être et du mal de vivre. Parce que quand on se drogue durablement avec des drogues dures, c'est pas comme se prendre un shit de temps en temps avec des copains par curiosité, c'est vraiment que ça va pas mal, ça va mal. L'ensemble des dépenses d'armement, c'était 20 fois. Donc ça, on peut dire, c'est une économie mondiale de la maltraitance. Donc une fois qu'on a identifié ce lien-là, du côté du problème, du côté du malévolat, on peut dire que du côté du bénévolat, la volonté bonne, et la volonté bonne, elle peut s'exprimer tout aussi bien pour des entreprises dès lors qu'elles produisent des biens et des services utiles. Donc on retrouve le sens originel du mot bénéfice, qui veut dire activité bénéfique, source de bienfaits. Et inversement, vous pouvez avoir des associations de malfaiteurs. Donc pour qu'on soit bien clair, à partir du moment où on prend le sens de bénévolat dans son sens d'orientation de la volonté, eh bien on voit bien que face à cette économie mondiale du mal de vivre, du mal-être et de la maltraitance, seule
l'approche en termes de bien vivre, comme on dit beaucoup en Amérique latine et chez les peuples indigènes, effectivement, cette frugalité joyeuse, cette sobriété heureuse, etc., est la réponse possible, à condition d'insister autant sur le second terme, c'est-à-dire la question du bien vivre, la question de l'art de vivre à la bonne heure, que sur le premier terme, la frugalité, la sobriété, etc. Parce que si on ne travaille pas sur le second terme, eh bien, c'est comme de proposer une cure de sevrage à un toxicomane. S'il n'a pas une espérance positive, ben, il préférera encore rester avec son addiction. Donc, tous les éléments que l'on décline ensuite, que ce soit la consommation, que ce soit la mobilité, que ce soit les différentes formes d'organisation différentes de production, de consommation, etc., doivent être référés à cette question centrale qui est dans quelle mesure ça va permettre aux acteurs, que ce soit des personnes ou que ce soit des groupes sociaux auxquels on va demander une plus grande frugalité, de grandir au contraire du côté du bien vivre. Parce que si on ne travaille pas sur ce second terme, eh bien à ce moment-là, la compensation permanente du mal-être, du mal de vivre et de la maltraitance, c'est un couple bien connu des toxicomanes, c'est le couple excitation-frustration qui elle-même entraîne la dépression. Et on ne ressort de l'état dépressif que par une excitation de niveau supérieur. Mais ça vaut pas simplement pour la drogue et les stupéfiants, ça vaut pour l'argent, ça vaut pour le pouvoir, ça vaut pour la gloire. Hein, c'est-à-dire tous les éléments qui font que nous sommes dans ce que le philosophe Spinoza appelait des passions tristes. Et qu'est-ce qu'on oppose aux passions tristes? C'est ce qu'il appelait la joie. Et ce qui caractérise la joie, c'est un autre couple que excitation-dépression, c'est le couple intensité-sérénité. C'est la possibilité de vivre pleinement, intensément, en pleine présence, le rapport à la vie. C'est l'art de vivre à la bonne heure, et à ce moment-là, le bonheur n'est pas source d'ennui, on n'est pas dans « ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, fin de l'histoire, il ne se passe plus rien », ou « les peuples heureux n'ont pas d'histoire ». Non, c'est l'art de la pleine présence au voyage de vie, donc intensité et sérénité. Parce que quand on est dans l'intensité du rapport à la beauté, à l'amour, etc., on peut être en même temps, non pas dans le déséquilibre, mais dans la capacité de vivre la sérénité. Donc, moi, je crois très important de situer l'alternative au malévolat du côté de la volonté bonne et de dire l'énergie par excellence de la volonté bonne, c'est effectivement la joie de vivre. Au passage, ça permettra de traiter le troisième secteur, celui qui ne dit rien de la nature de sa volonté, qui dit simplement je gagne ou je perds de l'argent, ce qu'on peut appeler le secteur du lucre à vola. Et à ce secteur-là, il faut demander des comptes. Quand j'ai travaillé avec Michel Rocard sur l'évaluation des politiques publiques, je disais la question principale de l'évaluation, c'est de demander des comptes au secteur marchand du lucre à vola pour savoir si, malgré l'absence d'informations sur la nature de sa volonté, si au total il est plutôt du côté de la production bénévole de biens et de services, ou si, notamment, via les paradis fiscaux, il sert de gigantesque courroie de transmission vers le secteur du malévolat. Voilà, j'ai volontairement fait un pas de côté par rapport aux questions immédiates que vous posiez, mais on ne peut, à mon avis, répondre à ces questions que si on pose ce cadre-là. Julien Vidal, je ne sais pas si le tourisme c'est du lucre à vola ou de malévolat. Enfin, vous avez fait du bénévolat avec le volontariat. C'est quoi? Comment vous réagissez à ça? Eh ben, déjà, je vous dis bonsoir à tous. Je suis très content d'être ici. C'est vrai que je suis parti en Colombie. À la fois, je pense que je ne vais pas vous parler de drogue. On va essayer de rester sur le tourisme. Pour être honnête, j'ai réfléchi longtemps à ce que je pouvais apporter là-dessus. Et je suis parti d'un exemple très concret. Ça fait 1 an et demi que je suis rentré de volontariat. J'étais aux Philippines, à Manille. Et ça fait 1 an et demi que je ne suis pas vraiment ressorti du pays. Je ne suis pas reparti en expérience touristique. Et ça me terrorise en fait de repartir à l'étranger sur une courte période. Ça me fait peur parce que du coup, je sais, ou
je sens que je vais pas vivre ça comme les expériences que j'ai eues en Colombie et aux Philippines. Pourquoi ? Parce que je constatais à chaque fois qu'il y avait des gens qui venaient me voir ou que je partais profiter du fait de vivre dans ces pays magnifiques pour découvrir leurs trésors, je me rendais compte tout de suite qu'il y avait quelque chose qui était fondamentalement différent entre moi qui vivais ce volontariat et ces touristes, c'était le rapport au temps. Ces gens-là étaient organisés, ils arrivaient avec leur to-do list, avec leur planning, avec une envie d'efficacité, un besoin d'efficacité, alors que finalement, le fait, moi, d'être dans ce pays depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années, d'être aussi, du coup, peut-être de m'être un peu mis à l'heure du pays dans lequel je vivais, ça me permettait d'être peut-être plus flexible et surtout d'être à la recherche de ce dont je pense, on parle un peu tous de ça quand on revient de voyage, c'est-à-dire pendant 5 minutes des magnifiques endroits qu'on a vus et puis ensuite pendant 1 heure des rencontres extraordinaires qu'on a faites et de me laisser la place pour ces rencontres. Et du coup, là, ça fait longtemps qu'on me dit viens en Inde, viens en Inde, viens en Inde. J'ai une possibilité d'y aller, d'aller sur place, d'avoir une activité qui sera au-delà du touriste. Et à la fois, j'ai peur de ne pas avoir suffisamment de temps pour vivre cette expérience touristique comme moi, elle m'intéresse et comme en tout cas je l'ai profondément ressenti quand j'étais en expérience de volontariat, c'est-à-dire dans la rencontre à l'autre et dans cette rencontre qui me permet de me décentrer et de me dire en fait je suis comme ça et je le vois à travers le regard de l'autre. Et ça me fait du coup assez peur. À la fois, je pense que je vais retourner et je repartirai et ça va bien se passer. Merci. Elena Alcida, vous avez beaucoup travaillé sur l'encyclique Laudato Si, qui appelle à une révolution culturelle, un changement dans le style de vie. Est-ce que le volontariat peut être le lieu d'une conversion écologique ? Alors, je pense que oui. Déjà, je pense les réflexions de Gaël et de Patrick allaient justement dans ce sens-là. Le pape parle beaucoup aussi de cette expérience de sobriété qui est une source. Alors, vous avez beaucoup souligné la joie qui peut susciter de la sobriété. Le pape souligne beaucoup comment la sobriété est une expérience de liberté. Et donc, en ce sens-là, on peut parler de conversion écologique. Mais je voudrais évoquer une autre réflexion que fait le pape dans Laudato Si et qui, à mon avis, résonne directement avec l'expérience du volontariat. Et quand il parle justement de l'écologie intégrale, il utilise une expression, il décline un peu cette écologie intégrale dans les différentes dimensions qui sont touchées. Et il parle de l'écologie culturelle. Et en fait, voilà, c'est pas les passages qui ont été les plus repris, et je trouve que c'est très intéressant ce qu'il dit quand il parle d'écologie culturelle, parce qu'il dit que de la même manière qu'aujourd'hui le patrimoine naturel de l'humanité est menacé, le patrimoine culturel de l'humanité est aussi menacée, et que aussi grave que de voir des espèces végétales ou animales disparaître, c'est de voir des espèces culturelles disparaître. Et donc là, il y a un enjeu du même type que pour la nature de préserver la diversité culturelle. Et donc je pense que là, le volontariat est justement, parce que justement, comme on disait tout à l'heure, est une expérience unique de rencontre, de découverte de la différence, et peut être un moyen justement de préservation de la diversité culturelle et de lutte contre cette homogénéisation, harmonisation du monde, et au contraire, plutôt que d'apporter justement un savoir-faire, une manière de faire du Occident vers les pays du Sud, c'est comment justement on reconnaît que dans chaque pays il y a une richesse culturelle propre et qu'elle peut rentrer en dialogue avec les autres appartenances culturelles. Donc voilà, écologie culturelle, je pense que là, il y a quelque chose de tout à fait intéressant pour penser le volontariat. Merci. Julien Vidal, je reviens à vous. Donc vous êtes parti puis reparti comme volontaire. En quoi, selon vous, le volontariat contribue-t-il déjà ou non à apporter des réponses aux enjeux écologiques dans les activités menées, dans l'ouverture et la sensibilité au monde qui l'éveille ou développe ?
C'est vrai que quand je suis parti la première fois, j'avoue que peut-être cet éveil écologique qui nourrit mon aventure depuis que je suis rentré en France n'était peut-être pas très prononcé à l'époque. Par contre, aux Philippines, j'ai pris une énorme claque, la claque du réchauffement climatique qui là-bas est une réalité. Puisque désormais ils n'ont plus suffisamment de lettres dans l'alphabet chaque année pour donner un nom au typhon qui passe sur le pays. Sans compter les températures qui dépassent allègrement les 40 degrés et les inondations. Donc du coup, pour moi, là-bas, le réchauffement climatique a été incarné, je l'ai vécu dans ma chair, et ça, je ne peux pas m'empêcher de me dire que le fait de vivre concrètement ces choses-là, on ne peut plus les nier. En plus, à l'époque où j'étais là-bas, j'étais en plein lancement de la COP21. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, Nicolas Hulot, une actrice connue, je me souviens plus, et Marion Cotillard, c'est ça, et François Hollande était venu lancer l'appel de Manille. Parce que là-bas, les Philippines, ils ont tapé un peu du poing sur la table en disant, avec d'autres îles alentours, bah voilà, chez nous, les copains, le réchauffement climatique, c'est tout de suite. Et nos 7000 îles, elles sont concrètement menacées par le réchauffement climatique, par la montée des eaux. Voilà, ça c'était la première chose qui m'a un peu frappé. Et au-delà de ça, on en parlait tout à l'heure, et je pense que c'est intéressant de l'apporter dans ce sujet-là de mon ouverture et à ces questions et à ces réalités écologiques. Vous l'avez sans doute déjà beaucoup dit, mais c'est vrai que le volontariat induit une simplicité volontaire qui était du coup intéressante pour moi de vivre, puisqu'on vit quand même dans les bidonvilles ou à proximité des bidonvilles, avec une autre découverte de ce que ça veut dire, effectivement, de s'organiser dans son quotidien, de consommer et d'organiser son temps et sa relation au bonheur différemment. Et à la fois, je me suis aussi beaucoup rendu compte que on ne pouvait, nous, en tant que pays développé, prendre que nos responsabilités et pas rejeter sur les pays en développement une responsabilité qu'ils ne sont pas encore en mesure d'affronter. Je dis ça parce que j'étais tous les jours affligé aux Philippines quand j'allais quand j'allais faire mes courses, de voir tout en portions individuelles. Portions individuelles, des tonnes et des tonnes de sacs plastiques qui traînaient de partout. Et à la fois, c'est comme ça que la société en ce moment est organisée économiquement, avec les limites qu'on imagine. Et moi, je pouvais pas m'empêcher de me dire, plutôt que au début, ce que j'avais eu un peu l'impression de faire, de dire mais attendez, regardez, vous pourriez faire comme ça. Et puis en fait, nous, on s'organise comme ça. De finalement porter aussi peut-être cette croix un peu de mon point de vue et de me dire bah voilà, en tant qu'occidental, nous qui avons eu la chance entre guillemets de vivre ce grand gâchis, de faire notre part et peut-être de reprendre un peu idéalement ce rôle d'exemple là par rapport à cette question écologique de notre point de vue. Marcona, je vous vois acquiescer et je vais en profiter pour vous poser une question qui avait été posée tout à l'heure sur un des petits papiers. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que fait Tournons la page Gabon ? Si vous me permettez, je voudrais d'abord réagir par rapport à ce qui a été dit autour de l'écologie, c'est mon domaine. Je crois qu'on a toujours cette façon de dire, voilà, c'est le Nord qui pollue et l'Afrique ne pollue pas. C'est vrai. Mais le constat que moi je fais, c'est qu'il y a une tendance inverse, c'est-à-dire le Nord pollue, mais l'Afrique devient une sorte de poubelle, de dépotoir. Regardez tout ce qu'on fait de tous ces véhicules diesel dont on n'a plus besoin au Nord. On les déverse en Afrique. Il vient de parler de plastique. Mais tout ce qu'on consomme en Afrique vient dans des emballages plastiques. Ce n'est pas biodégradable. La Banque mondiale n'hésite pas à financer des projets pour le palmier à huile et l'EVA en Afrique. La Banque mondiale, il y a des financements de la Banque mondiale pour la promotion du palmier à huile et de l'EVA. Et le palmier à huile n'a jamais renforcé le couvert végétal. Jamais. Par contre, le palmier à huile et l'EVA participent à la destruction des écosystèmes, la déforestation massive
Mais c'est au sud, c'est en Afrique que ça se fait, avec des financements du Nord. Ces carcasses, ces véhicules, ces diesel, dont on n'en a plus besoin au Nord, mais c'est en Afrique qu'on les vend. J'ai assisté à... je suis d'une petite ville au nord du Gabon, au Yem, où Clermont-Ferrand a voulu faire don à la municipalité, mais des vieux bus qui n'étaient plus utilisés à Clermont-Ferrand, mais pour faire don à la localité, on a fait venir des dizaines de ces vieux bus qui n'ont tenu que 6 mois et qui se retrouvent, dont les carcasses se retrouvent quelque part. Il faut les déverser quelque part, mais sur place, il n'y a pas d'usine de destruction, de transformation ou bien de... Vous comprenez? Autant au nord, on dit voilà, oui, l'Afrique ne pollue pas, mais on compense, c'est-à-dire on nettoie le nord pour déverser en Afrique. C'est ma lecture. Alors, pour venir à Tournons la page, Tournons la page a été créé, nous avons lancé cette campagne, c'est une campagne internationale, le 15 octobre 2015, avec un appel, une sorte d'appel signé par des intellectuels africains, la société civile africaine, européenne, et tout simplement pour avoir un slogan, il n'y a pas de développement sans alternance. Parce que nous avons constaté que des pays comme le Gabon, des pays comme le Burkina Faso, le pays comme la Guinée équatoriale, le Cameroun, et il y a des dinosaures qui sont à la tête de ces pays depuis plus de 50 ans. Je dis plus de 50 ans parce que si on totalise le pouvoir des Yadema au Togo, des Bongo au Gabon, des Biya au Cameroun, des Obiang en Guinée équatoriale, des Sassou Nguesso au Congo, nous sommes à on totalise plus de 200 ans, 300. Mais ce sont ces pays qui sont extrêmement riches en ressources naturelles, mais qui n'ont jamais décollé économiquement, qui n'ont jamais, dont les indicateurs, je suis d'un pays, le Gabon, 1 million d'habitants, 1 million 800. C'est un scandale géologique avec toutes les ressources. On exploite le pétrole au Gabon depuis bientôt 100 ans. On a exploité l'uranium pendant 40 ans. Nous sommes le 4e producteur mondial du manganèse. Le bois, 87% du territoire est couvert par le bois, 1 million. Mais les indicateurs du Gabon, les indicateurs économiques, sont les mêmes que le Burkina, que le Mali, qui sont des pays sahéliens qui n'ont rien. Comment expliquer qu'un pays d'1 million d'habitants n'arrive pas à éduquer les enfants? Alors, qu'est-ce que nous faisons à Tournons la page au Gabon? Nous avons lancé une caravane sur l'éducation. Parce que chaque pays, nous avons identifié en Afrique quelques pays, 4 pays, pour lancer ce qu'on a appelé la caravane Tournons la page. Et chaque pays avait développé un thème. Au Gabon, nous avons retenu le thème de l'éducation. Tout simplement parce que c'est un pays qui a été secoué depuis 3 ans par des grèves des enseignants. Les enseignants ont pensé qu'on ne peut pas enseigner, je l'ai dit tout à l'heure, dans une classe avec un effectif de 150 élèves. Et là, nous sommes à Libreville, la capitale du pays. 150 élèves par classe, là, il n'y a même pas d'école. Il n'y a rien, il n'y a pas de formation. On va pointer et puis on fait semblant d'organiser des examens et puis on fait passer en classe supérieure. Le gouvernement se préoccupe plus de l'année académique. Ce n'est pas pour la qualité, c'est pour dire, voilà, nous avons organisé les examens et puis il y a 8 tel, c'est tout. Mais on n'évalue pas la qualité de l'enseignement. Donc, nous avons pensé qu'il était nécessaire de faire une sensibilisation sur l'éducation des jeunes. Il n'y a pas d'émergence, il n'y a pas de développement d'un pays si l'élite n'est pas bien formée. C'est maintenant qu'il faut former l'élite. Or, si le système éducatif est complètement à terre, on ne peut pas réussir des ambitions. On parle aujourd'hui du volontariat monde, mais avec qui? Avec qui? Donc voilà un peu les activités que nous menons. Et en même temps, nous avons pesé de tout notre poids sur les dernières élections présidentielles. Bongo Père a été remplacé par Bongo Fils, mais avec 2 élections
marquée par des tripatouillades, par des fraudes avec des massacres des populations. Mais nous nous sommes dit, la voie royale, c'est le bulletin de vote. Il faut que le citoyen vote. Et les citoyens sont allés voter, mais malheureusement, la voix des citoyens n'a pas été prise en compte. Celui qui a perdu a utilisé les armes pour s'imposer. Donc voilà un peu le travail citoyen que nous faisons dans le cadre de Tournons la page au Gabon. Je parle sous le contrôle du coordonnateur national qui est dans la salle, M. Laurent Duarte. Merci beaucoup. Gaël Giraud, la question écologique doit-il, à votre sens, amener le volontariat de solidarité internationale à évoluer, par exemple, dans le type de mission accomplie? Et j'en profite pour poser une autre question, qui m'avait été posée là sur un petit papier. Les aides au VSI sont comptabilisées dans le calcul de l'aide publique au développement. À quel point l'impact du VSI est-il pris en compte dans les stratégies d'aide au développement de l'AFD et a fortiori de l'État français? Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre antéchronologique pour ne pas les oublier. Sur la question des VSI, de fait, les VSI jouent un rôle absolument central pour l'Agence française de développement. Alors, d'abord parce qu'ils rendent des services que les cadres de l'AFD ne sont pas capables de rendre. Et puis, à mon avis, surtout parce que ce sont les seuls à l'AFD, je dis ça en toute amitié pour mes collègues de l'AFD, qui ont encore un rapport au terrain. Et ça, c'est central, hein, ça reboucle avec ce qu'on disait précédemment. Si on veut que vraiment l'expérience de la sobriété heureuse puisse être faite par les jeunes qui partent en volontariat, il est indispensable qu'ils soient envoyés sur le terrain et qu'ils aient des conditions de vie analogues à celles de la population vers laquelle ils sont envoyés. Le drame de la coopération façon ministère de la coopération des années 90, d'une partie de mes collègues de l'AFD, c'est qu'ils n'ont plus de contact avec le terrain. Ils vivent dans des quartiers de blancs, si je puis dire, avec des conditions de vie de blancs, et ils ne savent pas du tout ce que vit le local avec lequel ils sont en principe en partenariat. Les VSI ont encore la chance de travailler directement avec la population et de vivre dans les conditions de vie proches de la population. Et donc ça, c'est extrêmement précieux pour l'Agence française de développement. D'une certaine manière, c'est ça qui la sauve, parce qu'il y a une espèce de corde de rappel qui lui dit, on te rappelle que les gens qui sont autour de nous vivent avec 1,90$ par jour et que les petits soucis que tu as pour faire ton shopping le dimanche ne sont pas ceux de la population avec laquelle tu travailles. Par ailleurs, l'AFD soutient maintenant au Liban un projet qui est nouveau de financement de volontaires internationaux qui viendraient travailler au Liban pour soutenir la population libanaise dans l'accueil des réfugiés syriens. Voilà. C'est une première. Si jamais ça marchait, il y a des tas d'obstacles juridiques que l'agence essaie de surmonter aujourd'hui. Si ça marchait, alors elle pourrait dupliquer l'opération dans d'autres pays que le Liban. Aujourd'hui, elle le fait au Liban parce qu'il y a une telle crise humanitaire liée à l'accueil des réfugiés que, d'une certaine manière, ça facilite le fait de surmonter les obstacles. Maintenant, si je remonte à la première question, c'est est-ce qu'on doit changer quelque chose? Alors, j'y ai un tout petit peu répondu finalement dans la précédente table ronde. Il me semble en tout cas qu'il faut absolument, mais évidemment ça ne peut se faire que dans un dialogue avec la contrepartie, la puissance invitante locale. Hein. Il ne faut surtout pas que la DCC rentre dans une logique d'offre, mais il me semble qu'il faut privilégier de plus en plus les métiers qui favorisent l'apprentissage de la résilience et l'adaptation des règlements climatiques dans les pays du Sud. Vous connaissez les principales données du problème, l'érosion des sols, et donc la très grande vraisemblance d'un effondrement de la fertilité des sols dans les années qui viennent, dans un contexte où l'extraction du phosphate va atteindre son pic probablement entre 2040 et 2060, la montée des eaux qui va détruire une bonne partie des littoraux sur lesquels se trouve 70% de la population humaine aujourd'hui, l'extension de la désertification, la problématique de l'accès à l'eau potable. Vous savez par exemple que la Tunisie aujourd'hui est en stress hydrique toute l'année. Un Tunisien en moyenne a accès à 385 mètres cubes d'eau potable et la communauté internationale estime qu'en dessous de 500 mètres cubes, on est en stress hydrique. Alors, il y a évidemment quelques riches Tunisiens du côté de Carthage qui n'ont pas ce problème, mais la femme pauvre tunisienne en milieu rural du côté de Tozeur, elle sait ce que c'est que le manque d'eau. Donc là, il y a un enjeu phénoménal qui est l'apprentissage du recyclage de l'eau et de la réhabilitation du cycle de l'eau pour avoir de l'eau potable. Il y a la question de l'accès aux sources aquifères profondes, souterraines. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup plus d'eau sous terre qu'à la surface de la planète. Encore faut-il savoir où elle est, pouvoir la pomper, aller la chercher, etc. Donc, ma recommandation, c'est de viser ce type de métier où soit le volontaire apprend à le vivre sur place, soit il apprend à d'autres à le vivre. Je voudrais rajouter quelques points pour revenir un tout petit peu sur
Deux aspects pour revenir un tout petit peu sur la question d'avant, si vous m'autorisez, Vincent, qui sont pourquoi est-ce que c'est si important que, y compris les CSP++ de France, apprennent à faire cette expérience? D'abord parce que ça les humanisera. La sobriété heureuse, c'est un lieu d'humanisation qui nous sort du narcissisme d'Internet, par exemple, hein, dans lequel beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, et j'ai évidemment l'air un peu d'un vieux con en disant ça, mais je fais cette expérience avec mes étudiants, hein, c'est quelque chose de très destructeur au niveau de l'humanité, ça les sortira du narcissisme spéculaire d'Internet. Mais surtout, il y a un autre enjeu que je voudrais évoquer à travers l'évocation d'un drame qui a eu lieu en 1890 et dont je suis sûr quasiment personne ici, peut-être à part Jean, qui a déjà entendu cette histoire, n'a entendu parler. Jean Merkert. Ce drame, c'est le fait qu'il y a eu un phénomène El Niño massif en 1890 qui a provoqué des sécheresses, des inondations gigantesques sur le Brésil, la quasi-totalité de l'Afrique, l'Inde et la Chine. Ceci est bien documenté aujourd'hui dans un bouquin qui s'appelle Génocides tropicaux. Le titre est un peu provocateur, qui est dû à un historien américain qui s'appelle Mike Davis. À l'époque, l'administration coloniale, puisque malheureusement tous ces pays étaient encore sous le joug de la colonisation, à l'époque, l'administration coloniale a traité par-dessus la jambe cette question et n'a quasiment rien fait. Le résultat, c'est 50 millions de morts en 1890. Donc cet événement-là est aussi dramatique que ce qu'on a connu pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde. Aucun d'entre nous n'en a jamais entendu parler, j'en suis sûr. Ça ne figure dans aucun livre d'histoire. Donc ça veut dire deux choses. L'Occident est capable de perpétrer des véritables génocides climatiques, il l'a fait, et il est capable ensuite d'être dans un tel déni que personne dans les générations suivantes n'est au courant. Ma crainte, c'est que dans les décennies qui viennent, vu l'énormité des dégâts que va provoquer le dérèglement climatique, l'Occident soit de nouveau tenté par la même attitude. C'est-à-dire, c'est le syndrome du Titanic. Nous autres, en Occident, qui sommes sur la plateforme première classe dans le Titanic, on sait que le navire Terre va heurter la banquise, mais nous avons accès à des canaux de sauvetage, et tant pis pour ceux qui sont en fond de cale. Bon. L'expérience du volontariat me semble un des rares recours qui peut permettre à l'élite CSP++ de faire l'expérience d'une humanité heureuse, qui va l'humaniser elle-même, et de résister à la tentation du canot de sauvetage et de se préoccuper de ceux qui sont en fond de cale. Sinon, on risque, me semble-t-il, une réédition d'un drame comme celui de 1890. Et puis un deuxième point, où je vais être plus bref, c'est la question de l'apprentissage des communs. Des biens communs, au sens technique du terme, c'est-à-dire des biens qui ne sont ni privés, ni publics, mais qui sont des biens communs, c'est-à-dire des biens à partager avec tous, mais dont la privatisation détruit la ressource. L'exemple majeur, pour donner une image, hein, c'est la faune halieutique dans nos océans. Vous savez que si on continue de pratiquer la pêche industrielle en eau profonde, telle qu'on la pratique aujourd'hui, si on continue de laisser les océans s'acidifier et la température de l'eau augmenter, en particulier dans le golfe de Guinée, alors, très vraisemblablement, les océanologues nous disent qu'il n'y aura plus de grands pélagiques, c'est-à-dire des poissons qu'on peut manger, des poissons comestibles pour l'humanité, dans les océans entre 2040 et 2050. Ils seront remplacés par des méduses. Donc ça veut dire que la faune halieutique, les poissons, c'est un bien universel, hein, et la destination universelle des biens dans la tradition catholique le dit, mais c'est un bien fragile, au sens où sa privatisation détruit le bien. La seule ressource par rapport à ça, c'est de créer une communauté, en l'occurrence une communauté internationale, qui va prendre soin de cette ressource fragile et universelle, qu'on peut appeler un commun, du coup. Ce qui suppose une inventivité institutionnelle qui nous sort complètement de l'utopie mortifère de la privatisation absolue de la sphère sociale, dans laquelle, je crois, l'Occident est enfermé depuis au moins une quarantaine d'années. Qu'on peut appeler le néolibéralisme, si vous voulez, mais peu importe. Je crois que c'est fondamental pour les jeunes qui partent aujourd'hui, d'abord de les tirer de ce monde où on croit uniquement à la privatisation du monde. Hein. J'ai quelques collègues économistes qui expliquent doctement à l'Académie des sciences morales et politiques que c'est normal qu'on donne un prix de marché à la vie humaine, qu'on puisse spéculer sur les actifs dérivés, sur les contrats d'assurance vie, ce qui revient à donner un prix de marché à la vie de Jean Merkert, qui est assis ici. Donc j'ai des collègues économistes qui expliquent que c'est normal. Voilà. Qu'on arrive à sortir nos jeunes de ce monde-là et à leur faire l'expérience de sociétés dans lesquelles, heureusement, le rapport au monde comme un monde commun, c'est-à-dire partagé avec des règles de partage, qui est le rapport le plus ancien, en fait, le plus ancestral, le plus archaïque, le plus profond que l'humanité puisse avoir avec la création, où ce rapport-là est encore vivant, en particulier sur la question du foncier et de la terre. Donc tous ceux qui auront la chance d'aller passer 2 ans dans un village
d'indigènes qui vivent le buen vivir au quotidien en Amazonie, dans un village de brousse en Afrique subsaharienne, vont faire cette expérience-là, d'un rapport au monde comme commun. Et ça ne peut être que bénéfique pour l'inventivité et l'imagination institutionnelle dont nous avons tous besoin pour créer les communs de demain qui nous permettront d'éviter le pire. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions et les faire remonter. Vous avez peut-être des petits papiers disponibles. Patrick Vivray, effectivement, en instituant un autre rapport au temps, le volontariat peut-il être une préfiguration d'une nouvelle place donnée au voyage, à la rencontre de l'autre lointain, dans un monde où la qualité du lien entre les êtres humains et l'environnement deviendrait l'étalon du bien vivre? Je dirais oui. Alors pourquoi je dirais oui? Parce que dans les maladies du mal-être et du mal de vivre actuellement, le dérèglement du rapport au temps est un élément absolument central. Précisément parce que nous sommes dans des sociétés où l'illimité et la démesure sont permanents. Et par conséquent, toutes les sociétés, d'ailleurs toutes les économies qui ont été organisées principalement autour de la rareté, se trouvent complètement désemparés face à cette situation paradoxale qui est que les êtres humains n'ont jamais eu autant de temps, à la fois avec la prolongation de l'espérance de vie et avec la multiplication des outils économisant le temps, et n'ont jamais été autant en lutte contre le temps. Et donc, cette conversion dont on parlait et auquel Elena faisait aussi référence par rapport à l'encyclique de François, c'est aussi une conversion dans le rapport au temps, c'est-à-dire accepter de vivre à la bonne heure, c'est accepter aussi de ne pas tout vivre, de ne pas tout faire. Si je veux tout vivre, non seulement je suis dans le zapping permanent, je ne vis pleinement aucune expérience de vie, mais je suis en permanence en rivalité avec autrui. Alors qu'inversement, si j'accepte de ne pas tout vivre, mais ce que je vis, de le vivre intensément, alors à ce moment-là, autrui devient un compagnon de route en humanité grâce auquel je vais avoir accès à des saveurs de vie que je ne connaîtrai pas en direct. Et là, on retrouve la question de la nature bonne de la volonté et qui permet de s'opposer, j'étais très frappé à ce que disait Marc tout à l'heure à travers l'exemple des déchets, parce que quand vous avez les exemples qu'il donnait, on avait un exemple typique de lien entre le monde du malévolat, le monde carrément criminel, le monde des mafias, etc., qui joue un rôle déterminant dans les déchets, mais aussi le monde du lucravola, qui, lui, va passer son temps à exporter, par exemple, sur des pays comme l'Afrique, mais ça commence dès le sud de l'Europe. La première poubelle de l'Europe, c'est la Calabre. C'est là que, y compris, l'enfouissement des déchets nucléaires dans la Méditerranée se fait avec l'organisation de la mafia, mais le consentement, il y a une émission d'Arte remarquable sur ce plan-là, des multinationales et des services secrets, y compris de nos chers services secrets français, parce que ça arrange tout le monde, effectivement, d'utiliser ces déchets. Et donc, derrière ce dérèglement-là que signalent les déchets, le dérèglement du rapport au temps, il est fondamentalement de même nature. Pendant longtemps, le mouvement ouvrier a lutté contre ce qu'on appelait les cadences infernales. Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés de flux tendus où nous sommes en permanence dans des cadences infernales. Eh bien, l'un des axes du volontariat de bonne volonté, c'est effectivement d'avoir des acteurs qui réapprennent et qui transmettent l'alternative aux cadences infernales, qui réapprennent à distinguer l'urgence de la précipitation, à résister à l'autre addiction qu'est l'addiction à la vitesse, et à considérer effectivement que vivre pleinement
sa vie intensément, y compris quand on va à la rencontre de l'autre. On insistait beaucoup dans la précédente table ronde sur l'importance de la rencontre de l'autre. La rencontre de l'autre, c'est ce que on peut caractériser comme étant l'attention avec un A, au sens de tradition de sagesse comme le bouddhisme, alternatif à l'attention avec un T, l'attention du stress, l'attention de la course, l'attention de la compétition, etc. Et donc effectivement, derrière ce rapport au temps et l'alternative au dérèglement du rapport au temps qui est l'art de vivre à la bonne heure, on retrouve l'axe qu'on évoquait tout à l'heure de la sobriété ou de la frugalité heureuse. Elena, dans votre activité d'enseignante, quelles compétences peuvent être développées pour contribuer à faire des jeunes volontaires des acteurs de la transformation écologique de nos sociétés? Alors, je proposerais trois défis pour former des volontaires qui soient des acteurs de transformation écologique. Et à nouveau, je ferai référence à Laudato Si. Et Laudato Si ne parle pas directement du volontariat, mais je pense qu'on peut dégager trois défis, à mon avis, qui peuvent être appliqués à la préparation ou à l'accompagnement de ceux qui vont partir en volontariat. Ces trois défis, je les dégage un petit peu en lien avec ce que sont pour moi et les trois principes qui structurent Laudato Si. Ces trois principes que je formule en disant tout est lié, c'est cette petite phrase qui apparaît tout le temps dans l'encyclique, et tout est donné et tout est fragile. Alors pour moi, chacun de ces trois principes, on peut les associer à un défi pour penser le volontariat. Tout est lié, c'est cette idée que tout est relié, la nature et l'humain, et le local et le global, le sud et le nord, et l'économique et le politique, etc. Et je pense que là, pour moi, il y a un défi pour dire le volontaire devrait être justement un homme ou une femme de lien, un homme ou une femme qui relie, un relieur, je dirais, c'est comment on forme des relieurs, comment on forme des gens et relier dans le sens dont on parlait tout à l'heure, de réciprocité, c'est-à-dire relier comme relation d'interdépendance et non seulement de dépendance. Donc voilà un premier défi. Le deuxième, c'est tout est donné. Et là, je dirais, pour moi, le défi, parce que c'est ce que le pape dit en permanence pour pouvoir agir en faveur de cette transition écologique, il faut commencer par reconnaître que cette nature nous a été donnée. Et donc, je pense que là, le tout est donné suppose le défi de former à la reconnaissance. Gaël disait tout à l'heure comment on pense, comment on forme au commun, comment on sort de cette culture qui pense que tout nous appartient et que le but c'est d'arriver à posséder. Et voilà. Et pour moi, le tout est donné, c'est une invitation à aller justement contre cette idée d'appropriation. Et donc, c'est même beaucoup plus loin que le fait de dire il faut partager, il faut redistribuer. Ce qu'il faut, c'est reconnaître que ça nous appartient à tous et reconnaître enfin comment on forme à la reconnaissance et à la reconnaissance que l'autre est porteur d'une richesse que je n'ai pas et qui peut nous enrichir mutuellement. Et le troisième défi, c'est tout est fragile. Je pense que là, le défi pour moi, c'est
et comment le volontaire peut devenir un homme ou une femme de résilience. C'est-à-dire quelqu'un qui, à partir de la fragilité qu'il va rencontrer, est capable non pas d'apporter la solution, de combler un manque, mais d'accompagner l'émergence du radicalement nouveau. La résilience qu'on pourrait traduire en termes chrétiens comme résurrection. Donc comment on forme des hommes et des femmes de résurrection. Donc voilà pour moi les 3 défis des volontaires, si je dirais les 3 R, des hommes et des femmes de réciprocité, des hommes et des femmes de reconnaissance et des hommes et des femmes de résurrection. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Jean pour les questions de la salle. Alors j'ai 2 questions qui portent sur le même terrain. Vous avez peu parlé de l'entreprise. Or, il y a un certain nombre de volontaires qui partent en volontariat en entreprise. Voilà. Alors, il y a des questions. Est-ce que la démarche de l'entreprise libérée peut rejoindre le volontariat ? Et qu'est-ce que le volontariat peut apporter à l'entreprise ? Le volontariat est-il un vecteur de transition écologique et solidaire des entreprises ? Voilà. Qui veut répondre ? Moi, je veux bien dire un mot là-dessus, parce que justement, si on arrête la novlangue critiquée par Orwell et qu'on redonne aux mots leur vrai sens et au volontariat son sens de volonté bonne et à son contraire le sens de volonté mauvaise ou destructrice, le malévolat, eh bien, il y a quantité d'entreprises qui sont du côté du bénévolat, parce qu'elles produisent des biens et des services utiles, elles remplissent des fonctions d'activité bénéfique pour les humains ou pour leur environnement. Donc ça, c'est des entreprises bénévoles. Et inversement, je le disais tout à l'heure, vous pouvez avoir des associations de malfaiteurs. Donc il faut arrêter de mettre la frontière au niveau des statuts. La frontière, elle est au niveau de la nature de la volonté. Par contre, l'un des problèmes, c'est que le système marchand, en introduisant une inversion totale de la monnaie, qui normalement devrait être un simple moyen au service des fins, à partir du moment où la logique du gain, la logique du profit et la passion de l'avidité transforment le moyen en une fin, alors à ce moment-là, une bonne partie des entreprises se trouve enfermée dans un cercle vicieux qui va être celui du lucravolat, ou pire, celui d'établir les passerelles par rapport au malévolat. Donc il faut vraiment réintroduire ça, et ça passe par une question sur laquelle moi j'ai été beaucoup amené à travailler, sur d'autres indicateurs de richesse, sur le fait de revenir en comptabilité à la notion originelle où les bénéfices, ça veut dire activité bénéfique, source de bienfaits, et où perte, ça veut dire perte de valeur, je vous rappelle, en latin, c'est la force de vie. Donc évidemment, quand on détruit par exemple un écosystème vital, c'est une perte de valeur. Quand la souffrance au travail est telle que des personnes en viennent à se suicider, c'est une perte de valeur. Et quand j'avais fait mon rapport au gouvernement Reconsidérer la richesse, j'avais proposé qu'il y ait des systèmes d'alerte pour risque de dépôt de bilan écologique ou risque de dépôt de bilan social. Parce que si on fait ça, on va pour le coup complètement libérer les entreprises. C'est pas simplement les entreprises libérées au nom du mouvement intéressant qui porte ce nom, c'est libérer l'entreprise de la pression de ce que Joseph Stiglitz appelle le fondamentalisme marchand. Et alors à ce moment-là, bienvenue aux entreprises dans le secteur du bénévolat. Merci. Alors j'ai une autre question, une remarque autour de l'aviation. L'aviation, son poids a été relativisé, disons, dans l'empreinte écologique globale. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une dimension symbolique très forte autour de 2 points. Le premier, c'est que si 10% des plus riches émettent 50% du CO2, est-ce qu'on n'est pas sur du 10% qui émet 90% quand on se concentre sur le secteur de l'aviation? Donc une inégalité extrêmement forte. Et puis le deuxième volet, c'est est-ce que dans le vivre simplement, pour que d'autres puissent simplement vivre, s'il faut se séparer de ce qui n'est pas essentiel, est-ce que l'aviation ne constitue pas justement l'un de ces vecteurs bien souvent? Sauf les voyages pour l'AFD.
Non, même les voyages pour l'AFD aussi a besoin de se convertir. Comme c'est moi qui ai relativisé l'aviation, je réponds rapidement. Je suis évidemment d'accord. Hein, je ne disais pas ça pour dire l'aviation n'est pas un sujet. C'en est un, mais voilà. Je crois qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau macroéconomique, disons, quels sont les grands enjeux, les grands obstacles. Et donc, je le redis, de mon point de vue, la fermeture de toutes les centrales à charbon, l'arrêt de la déforestation, ça, c'est les gros enjeux tout de suite. Voilà. L'aviation, d'une certaine manière, c'est important, mais du point de vue macro, c'est secondaire. Après, du point de vue de la personne et de ce qu'elle vit existentiellement, alors on l'a dit un tout petit peu, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, il y a une addiction à la vitesse et à la puissance. Vous pouvez vous-même, d'ailleurs, en faire l'expérience. Posez-vous la question de, lorsque vous avez le choix entre deux types d'activités, laquelle des deux vous choisissez. 9 fois sur 10, vous choisissez celle qui consomme le plus d'énergie, qui dissipe le plus d'énergie. Pourquoi est-ce que les gamins, dont j'ai fait partie moi-même, adorent regarder les avions voler? Mais je n'ai pas d'autre explication que c'est parce que le moment où un être humain arrive à dissiper le plus d'énergie à la seconde, quand il est dans un avion. Je ne connais pas d'autres activités humaines qui permettent de dissiper plus d'énergie, à part monter dans une fusée, mais ça n'est pas donné à tout le monde. Donc voilà. Donc il y a une espèce d'addiction à la dépense énergétique qui nous met dans un état de passion triste, comme dirait Spinoza, de jouissance, qui est certainement pas le Dieu qui nous humanise. Donc là, il y a un vrai travail sur soi-même d'humanisation à opérer et à lâcher cette fascination pour l'énergie. Elle a un nom technique du point de vue de ceux qui travaillent sur la question de la transition écologique, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Je décris ça très rapidement pour vous montrer que c'est grave en fait cette question et que donc l'enjeu de l'aviation, ça peut être un lieu un peu symptomatique où on peut vraiment travailler. L'effet rebond, c'est le fait qu'à chaque fois que nous faisons dans nos sociétés un vrai progrès en termes d'efficacité énergétique, dans l'usage que nous faisons de l'énergie, nous en perdons le fruit à cause de notre voracité énergétique parce que nous nous inventons des nouveaux besoins qui n'existaient pas précédemment, de manière à dépenser toujours plus d'énergie. Alors, l'exemple bien connu de tous, sans doute, c'est la question de la voiture. Donc, vous savez que nos voitures aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces dans l'usage qu'elles font de l'énergie que les voitures des années 70. Mais, en dépit de ce progrès-là, qui est manifeste, elles dépensent autant d'énergie que les tacos des années 70. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, nous nous sommes inventés des besoins qui n'existaient pas à l'époque. On a mis des ordinateurs, des GPS, des téléviseurs. Bientôt, on va vous raser gratuitement pendant que vous conduisez, etc. Alors que tout ça n'existait pas dans les années 70. Dans les années 70, on remontait sa vitre à la main. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune voiture, vous pouvez le faire quasiment, que je sache. Voilà. Alors, quel besoin a-t-on de absolument pouvoir faire remonter la vitre de notre voiture avec un appareil électrique? C'est une vraie question à se poser. Donc là, il y a une vraie conversion collective à opérer, à traverser l'effet rebond. Nous savons tous qu'il n'y aura pas de transition écologique réussie, enfin au sens où d'apprentissage de la sobriété heureuse, s'il n'y a pas une manière de traverser l'effet rebond, et ça passe certainement par se désintoxiquer de la jouissance que nous donne le fait de monter dans un avion. Est-ce qu'il y a encore une question ? Peut-être une pour relier les deux tables rondes. Si le premier défi climatique, c'est de réduire l'empreinte carbone de nos pays riches, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un volontariat monde qui serait accompli par des jeunes de pays du Sud qui viendraient enseigner finalement à nos pays comment vivre sobrement? Oui, je veux bien prendre la réponse. Puisque j'avais un peu l'impression, après 4 ans de volontariat de solidarité internationale, d'être avec un œil nouveau. Et ce questionnement que j'ai acquis à travers le volontariat, de toujours me dire, mais attends, pourquoi ils font ça, pourquoi ils mangent ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure avec les chenilles, et de tout le temps tout remettre en question. J'ai été tellement éloigné au bout d'un moment de la France que je suis rentré en me disant, mais en fait, pourquoi on se retrouve, nous, à vivre de telle manière? J'avoue que le retour que je pensais au début comme une vraie fête, je l'ai plutôt pris comme un gros choc de la surconsommation que de l'abondance de biens, et je me rappelais avec tristesse et du coup avec magie des rares fois où je pouvais déguster un peu de fromage et de vin quand j'étais à l'étranger, alors qu'en France finalement ça devient tout à fait banal. Et je suis sûr que c'est une excellente idée d'avoir ce regard neuf qui nous permettrait d'avoir l'étincelle. Moi, personnellement, juste à titre personnel, ça m'a, entre guillemets, permis de lancer cette initiative pour laquelle je suis ici. Ça commence par moi. L'idée était, en fait, d'arriver avec cet œil neuf que pourraient complètement avoir des personnes qui viennent de continents différents. On parle souvent de l'Afrique, mais ça pourrait tout à fait être des Asiatiques ou des Américains au sens de l'Amérique latine et autres. Et de me dire, mais en fait,
pourquoi on vit comme ça? Est-ce que c'est vraiment obligé d'avoir des moteurs qui nous ramènent, qui nous remontent les fenêtres, comme vous le disiez? Et en fait, j'ai voulu cadrer un peu ça parce que finalement, je savais aussi que j'allais m'étouffer là-dedans et j'ai lancé ces 365 défis que je me suis imposé entre guillemets à moi-même pour adopter dans mon quotidien des nouvelles manières, des alternatives, parce que ces alternatives elles existent, avec la conviction au début qu'en fait le changement il existait dans nos sociétés, et maintenant plus tard, puisque ces 365 actions ont été finies, ont été terminées, avec la certitude qu'en fait on a actuellement dans nos sociétés la réponse au défi écologique qui nous attend. On nous dit en 2030, il faudrait réussir à avoir tous atteint le facteur 4, c'est-à-dire de diviser son empreinte de CO2 par 4 pour réussir à vivre tous de manière pérenne sur cette planète. Moi, je suis en mesure de vous dire qu'aujourd'hui, ce facteur 4, je l'ai plus que dépassé. Et si, entre guillemets, tout le monde vivait comme moi, on n'aurait pas besoin de continuer à trop pousser le débat. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on pose la question? Je pense que c'est un autre sujet. Et à la fois, qu'est-ce qui m'a permis d'aller aussi loin? C'est d'avoir cet œil neuf, de me poser des questions et d'arrêter de prendre les choses que nous, finalement, on a ici comme quelque chose d'acquis. Et de me rendre compte qu'aussi, parfois, et même très souvent, en fait, ces choses-là, on les vivait comme si c'était vraiment une amélioration, alors qu'en fait, ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout. Alors, je pense que l'idée potentiellement d'être accompagné par des personnes qui auraient un regard complètement différent du nôtre et qui nous permettraient de temps en temps de nous dire « mais pourquoi ? Mais est-ce que tu es vraiment sûr ? Parce que moi, je sais pas, je fais comme ça et ça marche aussi très bien. Je crois que ça serait une réponse formidable aux défis écologiques qui nous attendent. Et ça nous permettrait à tous d'avoir un peu ces nouvelles lunettes qui nous sont très nécessaires pour répondre aux défis écologiques, non pas en inventant des nouvelles solutions et en créant de nouvelles choses, mais au contraire en faisant beaucoup moins, mais beaucoup mieux. Voilà. Le site s'appelle « Ça commence par moi ». Marc Onin. Ouais. Je voudrais terminer en essayant de ramener le débat sur l'équilibre. Au Nord, on parle quand on parle de changement climatique, c'est lié au carbone. Et nous sommes dans des pays où on exploite des ressources. Je prends le cas du Gabon, où on a exploité l'uranium pendant 40 ans. Arrive à exploiter l'uranium. Ce qui préoccupe l'habitant de Mounana, c'est pas le carbone, c'est la radioactivité qui ronge tous les jours. Là, on exploite le pétrole avec un système hydrographique extrêmement élevé. C'est la consommation de l'eau qui pose problème parce qu'il n'y a pas l'eau courante, c'est l'eau des rivières qu'on consomme. C'est cette eau qu'on utilise pour préparer. Là, on exploite le bois. C'est des déchets, on dévaste tout ce qu'on peut utiliser pour se soigner. Par exemple, il y a une pharmacie naturelle dans nos écosystèmes. Quand la pharmacie se trouve à 50 km avec une route non praticable, on va derrière la maison pour récolter une plante pour se soigner. Mais cette plante va disparaître parce qu'il n'y a plus de... On est dans un permis forestier. Quand, par exemple, on a pris 50 000 hectares pour planter le palmier à huile et l'EVA, et qu'on se retrouve complètement avec la nappe phréatique polluée par des produits qu'on déverse, le vrai problème écologique dans nos pays, ce sont ces problèmes-là de pollution. Et j'aime bien le terme que mon voisin, le prénom m'échappe, Patrick, a utilisé, c'est-à-dire au lieu du bénévolat, c'est le malévolat. Et c'est ce qu'on vit. Donc, je pense que pour équilibrer le débat, je crois qu'on a vraiment besoin de cet échange pour que... Est-ce qu'un volontaire irait, par exemple, habiter une maison de Mounana qui a été détectée radioactive parce que le seuil de la radioactivité a atteint 80 fois le seuil tolérable? Est-ce qu'il accepterait d'habiter dans cette maison quand celui de Mounana y vit avec des risques de cancer? Vous voyez, c'est la vision, le débat sur l'écologie n'est pas le même. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Bon, on a un rapport au temps qui est un tout petit peu élastique. Une ultra dernière question? Oui, alors il y en a une finalement. Julien y a répondu indirectement, qui était: est-ce que le volontaire qui a eu la chance de vivre cette expérience
a une dette écologique à combler en s'engageant au retour pour rendre le monde plus durable. Et puis une deuxième question qui, pour le coup, a été moins évoquée, c'est autour de l'approche genre. Est-ce que le volontariat a une place particulière, un défi particulier dans la place que l'on donne aux femmes dans cette transition écologique? Qui veut répondre à ça, Elena? Je suis la seule femme. Et alors, en plus, je suis une femme qui vient du Sud, donc voilà, je pourrais dire que je suis en volontariat au Nord. Voilà, volontaire du Sud qui travaille au Nord. Alors, oui, je pense que là, mais pour moi, ça fait partie un petit peu, quand je parlais d'écologie culturelle et donc l'importance de garder les diversités culturelles, je pense que là, on est aussi dans une forme de diversité à reconnaître, à préserver et à nourrir. Alors, cette différence homme-femme, je pense que ça se vit de manière très différente dans les cultures, que c'est pas la seule manière de le vivre. En fait, je pense que c'est vrai que dans les pays du Nord, il y a une expérience très forte de parité, mais que c'est pas la seule manière de penser la relation homme-femme, et que justement, plus que de parité, d'égalité, il s'agit de complémentarité. Et donc, pour moi, là, il y a aussi un enjeu du même genre que pour la diversité culturelle, comment cette diversité est pensée de manière comme sous forme de complémentarité et non pas ni d'opposition ni d'égalité d'accès aux droits. Merci beaucoup. Moi, je propose qu'on reste sur ces 3 idées de 3 défis pour le volontariat. Tout est lié, tout est donné, tout est fragile. L'idée de vivre une frugalité heureuse, d'aller vers une écologie culturelle, de vivre une forme de bénévolat. Je trouve que c'est des mots qui peuvent nous rester. Et on a un mot de conclusion.